Pour annoncer sur RBS, contactez-nous à pub@radio-rbs.com. La région Alsace vous présente Planète Racing. À fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg-Alsace et RBS. Bonsoir et bienvenue ici à la Méno pour cette 8e journée du championnat de France de national. Le pas du bien, le but de Marc Machon. La surface, le centre Cordo, la frappe et c'est le but. Un ralenti ballon en profondeur pour Baoken qui rendra sur la réparation. Là-bas, l'égalisation de Baoken. L'égalisation de Baoken. Planète Racing. Planète Racing. Planète Racing, l'émission 100% Racing. Il est 21h02 au Stade Améno et partout en France. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing sur ABS, la première émission 100% Racing Club de Strasbourg. Nous sommes en direct comme tous les mardis, 21h, 22h, pour une heure consacrée au Racing Club de Strasbourg. Dernière émission de la saison déjà, et oui, ça passe tellement vite. On en a vécu des belles aventures cette année, des beaux invités, enfin voilà, plein de belles choses. On n'a malheureusement pas eu le gâteau et la bougie et la petite cerise vendredi soir, mais on en a vécu des émotions et je pense que c'est ce qu'il faudra garder. Et j'ai presque envie de dire, il y a eu un avant vendredi et un après vendredi et je pense qu'on est encore presque sorti peut-être plus fort, pas en Ligue 2 mais peut-être plus fort de cette malheureuse 4e place du Racing Club de Strasbourg en national, qui repartira donc en national le 8 août prochain. En tout cas, voilà, on a vécu ça en direct. Malheureusement, on est passé par tous les états. On aurait espéré vivre bien sûr cette montée. On dira juste que c'est partie remise et on sait que le Racing y arrivera un jour sans problème et méritera clairement sur le terrain. On a un invité spécial, tout simplement ce soir, avec qui on va faire le bilan de cette saison, puisque c'est peut-être le moment maintenant. On a un petit peu toutes les cartes en main et déjà peut-être qu'il va nous annoncer. Vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, les deux excellentes nouvelles de la journée. Bonsoir Marc Keller, merci d'avoir accepté notre invitation. On imagine bien que le téléphone a pas mal sonné et sonne pas mal aujourd'hui parce que voilà, c'est comme disait Romain Giraud la semaine dernière, il y a eu vendredi soir mais samedi matin c'était reparti de nouveau pour la suite, faut préparer déjà la suite, les vacances on connaît pas trop et les deux bonnes nouvelles que vous avez annoncées cet après-midi, peut-être les redire pour ceux qui n'ont pas suivi encore l'actualité du Racing. Bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà simplement on a discuté avec Jackie aujourd'hui à midi, effectivement j'ai mangé avec lui, on est tombé d'accord donc pour une prolongation de son contrat pour la saison 2015-2016. Et une fois que le dossier de Jackie était réglé, on s'est attaché aussi à discuter avec notre capitaine qui est en fin de contrat, qui était sollicité par quelques clubs de Ligue 2. Et on a réussi à le signer au Racing pour 4 ans. Donc on est très heureux aujourd'hui pour la double signature et du coach et de notre capitaine. En tout cas, Marc Keller, je peux vous assurer que c'est un plébiscite. Les réseaux sociaux ont tout simplement explosé. Voilà, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est comme si vous aviez fait signer un énorme joueur. Voilà, en tout cas, je pense que vis-à-vis des autres clubs, même de National et surtout des supporters, c'est un premier signe très fort, en tout cas de la part de la direction du Racing Club de Strasbourg, de montrer que l'année prochaine, c'est l'objectif Ligue 2, clairement, et faire signer Ernest Seca, quand on sait, comme vous l'avez dit, qu'il a été sollicité par, il y avait Auxerre, il y avait Brest, et voilà, enfin, c'est un choix très très fort, voilà, Sochaux. Rester au Racing en national, clairement, c'est un signe très très fort, et c'est unanime sur les réseaux sociaux, en tout cas. On est content, En tous les cas, il a fait forte impression cette saison, je crois que il a compris aussi que le Racing était un club unique, tout du moins particulier, et que même si on est en national l'année prochaine, on aura des ambitions très claires, c'est remonter en Ligue 2. Et je crois qu'il a fait le pari de remonter avec le Racing, rester un an de plus en national, patienter. Et je suis persuadé qu'il a fait le bon choix et qu'un jour il sera très heureux d'avoir fait ce pari-là. 4 ans. Une petite question aussi sur Jackie Duguay-Pérou, l'entraîneur. Une question qui est simple et à la fois compliquée. Il signe chaque saison pour 1 an. Est-ce qu'il y a un accord tacite entre vous et lui en disant si le Racing revenait en Ligue 2, il passerait la main puisqu'il aurait fait sa mission, ou c'est juste que lui, par rapport à son âge, par rapport à ses enfants qui ont aussi des projets un peu personnels dans le tennis, dans le football, il se garde le recul du fait de ne pas être contractuellement lié? Oui, c'est un peu ça. En tous les cas, Jackie est un
un homme du club, donc on est dans une situation contractuelle qu'il faut faire, évidemment, entre un club et son salarié, mais en même temps, c'est quand même un salarié très particulier. C'est quelqu'un qui a fait les belles heures du Racing comme joueur, puis comme entraîneur, qui a un certain âge aujourd'hui, et qui, je crois, est simplement préoccupé par réussir ce dernier challenge. Avec moi et avec beaucoup d'autres, c'est ramener le club en Ligue 2. Est-ce que vous avez prévu un plan B si jamais il vous disait non? Ça pouvait arriver, on l'imaginait pas nous non plus, mais avec Jackie, si le repas était pas très bon à midi, voilà, ou si vous payez pas le dessert, je sais pas. Écoutez, très sincèrement, non. Quand François a arrêté à l'époque, ça s'est fait aussi rapidement quand il est venu me voir. On en a discuté, on trouvait que Jackie c'était la bonne solution. Là, on est allé déjeuner. Moi, je n'étais pas particulièrement inquiet non plus. Et les choses se passent naturellement quand on essaie de travailler correctement. On va revenir déjà sur le match de vendredi avec 27 724 spectateurs. Est-ce que vous attendez, on me posait la question à Romain Giraud la semaine dernière, avoir autant de monde si vite? Parce que lundi soir, 23h, Romain Giraud nous disait tout était vendu. Et on sait malheureusement, pour vous, puisque finalement c'est vous qui en faites les frais, que le mardi matin, il y avait des malheureux, mais surtout des gens qui profitaient de ce malheur pour pouvoir faire de l'argent sur le dos. Alors, j'étais pas surpris du tout du remplissage de la Méno. 27 000 personnes, parce que à mon époque de joueur, on y arrivait régulièrement 40. Donc, je sais très bien que le potentiel à Strasbourg est au-delà de 27 000. Par contre, vous avez raison de le préciser, j'étais surpris par la rapidité. Et là, je dois dire, la rapidité tient aussi une explication à la présence d'Internet qui a modifié considérablement les choses. Parce que on était à Luçon à 22h, on a gagné à Luçon. À 2h du matin, on avait vendu 1000 billets en 3h ou 4h sur Internet. Donc, il y a eu, je pense, l'arrivée d'Internet et aussi les réseaux de vente qu'on a aujourd'hui partout en Alsace, dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, nous permettent finalement de limiter au maximum les ventes au stade. On a ouvert finalement qu'un seul guichet le lundi. Et encore pas longtemps finalement. Non, une seule journée, on a vendu 1500 billets. Ça veut dire que tout le reste a été vendu par Internet. Et puis c'est monté tellement rapidement, 10 000, 14 000, etc. Match, voilà... Le Racing a fait le boulot. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure quand même. Et quel boulot, surtout dans la deuxième partie de saison. 17 matchs, 13 victoires, 4 nuls, 2 défaites. C'est juste exceptionnel. Voilà, une série de 6 ou 7 victoires en cours. Voilà, c'est pas beaucoup de clubs, même sur le plan européen, arrivent à faire une série comme ça. Malheureusement, il aura manqué quelque chose. On va peut-être revenir justement de là où le Racing est parti. Et je pense que ça, il faut pas que les gens l'oublient. Enfin, moi, je l'oublie pas. C'est qu'un 14 juillet 2014, on n'y était pas en national. On se préparait à redescendre et jouer en CFA. Et puis il y a eu le bon dieu le dieu du football qui nous a lâché vendredi, qui était là par contre le 15 juillet et qui a malheureusement envoyé Luzenac loin derrière et qui a permis au Racing de se sauver. Et ce jour-là, on a été repêché d'un seul coup. On avait une masse salariale encadrée et malheureusement on était déjà mi-juillet, pas vraiment d'effectifs taillés pour le national. C'était quand même pas des bases pour préparer une saison comme vous le faites aujourd'hui par exemple pour la saison à venir. C'est clair qu'on était très en retard. Évidemment. Maintenant, on avait anticipé quand même certains dossiers. Frédéric Marquez avait signé avec un contrat national ou CFA. Ernest était en stand-by aussi. Était dans la même situation, en double contrat CFA national. Ernest Seca avait signé uniquement avec un contrat national. C'est-à-dire que si on était allé en CFA, il ne serait pas resté. Donc, on avait un peu anticipé. Mais évidemment qu'on a perdu du temps. Et l'autre problématique, qui est un peu technique, mais à partir du moment où on est sauvé administrativement, on est avec une masse salariale encadrée. Quand on est sous masse salariale encadrée, ça limite les possibilités du club. C'était un peu vrai l'année dernière, et c'était 100 fois plus vrai l'année où on est monté de CFA en national, puisqu'on était un club promu, masse salariale encadrée, et comme on avait beaucoup de joueurs qui dataient de la CFA2 avec des contrats qui étaient qui se renouvelaient, exactement, avec des augmentations, quand on est monté de CFA en national, on était tout simplement archi-bloqué. Et on ne pouvait bouger, en réalité, qu'au mercato d'hiver, où on a essayé de bouger les choses. Idem l'année dernière, le club est sain financièrement, donc moi, je n'ai aucune inquiétude. Malheureusement, la réglementation est très claire. Quand on est sauvé administrativement, on est contrôlé financièrement, la masse salariale. Et effectivement, au mois de novembre, on a été libéré. On a pu recruter Oukidja, Ndoye, et au mercato d'hiver, Blaillac et Chrétien. Donc évidemment... Ça aide, ça facilite quand même. Bien sûr, mais malheureusement, c'est des choses qu'on subit. Il faut faire avec. On essaie d'en tirer les avantages certaines fois, mais on a pris du retard l'année dernière.
qu'on a payé parce que finalement on monte pas. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est là où j'allais en venir, parce que finalement, cette situation-là, ça n'a pas permis peut-être à Jackie Dupeyroux d'avoir son effectif qu'il aurait souhaité dès le début. On a fait une première partie de saison comme relativement difficile. Il y a eu des belles choses, hein, on se souvient des performances au PFC ou d'autres. Mais voilà, c'était quand même difficile. On sentait que le Racing était quand même, était à son seuil. Et puis finalement, il y a eu après cette libération qui est un élément finalement qui est passé pratiquement pas inaperçu, mais qui se dit ils sont plus surveillés, c'est tout. Mais pour vous, c'était un déclencheur parce que vous aviez plus les mains liées finalement. Oui, mais ça s'est exactement passé comme ça. Mais moi, je reviendrai pas parce que parfois on me dit Épinal, à Avranches. Écoutez, on a gagné 19 fois. On a 65 points. C'est énorme. C'est énorme. Ajaccio est monté avec 60 points. Moi, on m'a toujours dit, il faut 17 victoires pour monter. On a 19, on n'est pas monté. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, moi, je ne parle pas d'Épinal ou d'Avranches. Je retiens l'ensemble des victoires. Ce que je retiens aussi, parce que j'aime bien tirer les leçons de ce qui se passe, c'est que l'année prochaine, il faut qu'on vise 19 ou 20 victoires pour être pratiquement certain de monter. Ouais. Voilà. Juste pour en revenir au 15 juillet, est-ce que c'était une surprise pour vous, l'annonce du 15 juillet 18h, où il y a eu un petit travail quand même en amont avec la FFF, il y a eu des rendez-vous, il y a eu de dire, on vous donnait une tendance au fur et à mesure, puis cette tendance est confirmée ? Aucune tendance. Vous savez, on a parfois raconté beaucoup de choses. Évidemment qu'on a suivi le dossier. Bien entendu, c'est le rôle des dirigeants du club de suivre administrativement ce qui se passe. C'est un dossier extrêmement complexe. Je n'ai pas envie d'en parler là parce que simplifier le dossier à la situation d'infrastructure ou financière de l'USNAC me paraît un raccourci qui n'est pas totalement juste. C'est un dossier plus complexe puisqu'il y a Valenciennes, il y a Châteauroux, il y a l'USNAC, il y a tout un contexte qui a fait qu'à la fin, on a eu cette bonne nouvelle. Alors j'ai entendu des gens qui disaient oui, le Racing le savait depuis. Non. On l'a appris à 19h le 15 au soir. Alors après, évidemment, c'est le rôle du club et ma responsabilité d'essayer de comprendre les dossiers, de les suivre. Évidemment, c'est ce qu'on a essayé de faire. Point. Voilà, mais on n'a pas pu anticiper plus, tout simplement parce qu'on a appris la nouvelle à 19h. On était au Salon des Présidents à la Méno, tout simplement. Juste avant de passer à la saison actuelle, un mot sur François Keller. Vous avez dû à un moment... il est venu de lui-même, il me semble, oui. Pour dire je suis plus compétent. Comment on gère ça parce qu'on est en tant que patron et salarié, mais aussi en tant que frère, de se dire là je dois mettre mon frère dans l'armoire et mettre quelqu'un d'autre à la place, même si ça peut se faire naturellement, mais c'est pas compliqué dans la gestion. Écoutez, de toute façon, quand on gère un club d'une manière générale ou quand on pense au bien du club, la seule question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est bien pour le club ? Et je vais être très clair avec vous. Quand on est monté de CFA en national, là aussi en retard, puisqu'on est monté 8 jours après les autres, on avait la masse salariale bloquée, on avait tous les contrats bloqués. Je savais pertinemment que ça allait être une saison extrêmement difficile. Tout simplement parce que nous n'avions pas la possibilité de renforcer l'effectif. Se rajouter un autre souci pour mon frère, pour François, c'était qu'il passait à cette année-là le DEPF. Donc ça l'obligeait régulièrement à partir à Paris, à travailler très très tard le soir pour obtenir son diplôme. Et donc c'était une année charnière. On en était totalement convaincus. Maintenant, c'est vrai que jusqu'à Noël ou même jusque fin janvier, on avait des résultats extrêmement corrects par rapport à la qualité qu'on avait. Et il a fallu ce match, pour moi qui est un match tournant, c'est le match en retard à Vannes, qu'on doit gagner, qu'on perd à la dernière seconde. Avec la frappe de 35 mètres. Qui a mis un grain de sable qui a dérayé un peu la mécanique. Et je dirais 8 matchs après, c'est François qui un samedi matin, après je ne sais plus quel match, il me voit, il me dit Marc, j'aime trop le club, il faut qu'on tente quelque chose. Alors que moi j'étais très sincèrement persuadé qu'un changement d'entraîneur n'amènerait pas forcément quelque chose, puisque la situation, on la connaissait. Et d'ailleurs, Jackie a vite compris aussi la situation. Mais François était là parce qu'il s'est dit, on va tenter quelque chose, coup de poker. On a discuté 2 minutes autour d'un thé. La personne évidente pour nous, parce que ce n'était pas prévu, c'était prendre quelqu'un de local, qu'on connaissait, qui venait de temps en temps au match, et qui a été le formateur de François, c'était Jackie. Ça s'est passé naturellement. Le plus naturellement possible. Voilà, malheureusement, je crois que Jackie a pris l'équipe sur 8 matchs, mais à la fin de saison, il avait le constat
il a fait le même constat que François. Donc, je pense que il s'est un peu sacrifié. Maintenant, il n'est pas dans une armoire. Non, c'est façon de parler. Non, je plaisante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, directeur du centre. Il dirige le centre de formation, qui est un centre de formation non agréé et qui sera, j'espère, dans un an, de nouveau un centre de formation agréé et qui sera vraiment notre réacteur du club parce qu'on fait un travail important sur la formation. Petite info comme du week-end, le Racing a gagné le tournoi. Alors, U11. Alors, dit Rion, j'ai toujours mal à dire, voilà, face à des équipes comme Monaco, Lyon, Saint-Etienne, enfin, oui, mais il y a du potentiel derrière. Vous savez, j'entends parfois quand on dit oui, on est un club amateur, le Racing. Non, on est un club amateur, mais organisé comme un club professionnel. Le Racing n'est pas un club amateur. On a une ambition forte, c'est que le Racing revienne un club dans le monde pro. Mais en réalité, dans l'organisation, même si on est peu de monde aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un staff comme en Ligue 2 ou Ligue 1, en tous les cas, dans tous les services, on est peu, mais des gens compétents. Et au centre de formation, François a carte blanche aujourd'hui, avec un budget qu'aucun club de national peut mettre à disposition d'un centre de formation, pour redynamiser la formation alsacienne. Parce que, évidemment, que le Racing a besoin de former des jeunes. Et on y arrivera parce que François a tous les diplômes, il a les réseaux, et on va y arriver. Par rapport à la saison, vous l'avez dit, est-ce qu'on peut dire que la saison finalement a commencé après que la masse salariale a été levée, c'est-à-dire vers le mois de novembre ? Écoutez, moi je ne suis pas tellement précis dans les dates. Moi ce que je retiens, c'est le jour où on est arrivé il y a 3 ans, et ce que j'avais dit quand on a repris un peu de manière aussi rapide le club dans la difficulté, c'était d'une manière intuitive dans les 4 ou 5 ans. Et très sincèrement, moi je ne regarde pas tellement derrière, je n'écoute pas trop non plus. Je suis seulement fixé et focalisé sur un seul objectif, c'est que le Racing redevienne le club pro qui mérite d'être. Point. Après, il y a parfois des moments un peu difficiles où il faut se serrer les coudes. Il y a des moments parfois où on a plus de réussite. Mais moi, je reste focalisé sur l'objectif et je suis totalement convaincu. C'est pour ça que je reste extrêmement calme. Même vendredi soir où on jouait très gros, où beaucoup de gens se disaient « Oui, mais si le Racing ne monte pas, ça va être une catastrophe. » Je ne sais pas pourquoi on dit ça. On m'a demandé qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas. On va recommencer. Et on a commencé à recommencer là. On a signé Jackie, on a signé Ernest. Il y a des choses qui vont arriver dans les jours qui viennent. Et on continue à construire. Je souhaite qu'on soit l'année prochaine meilleur que l'an passé et meilleur qu'il y a 2 ans. Et la progression se fera naturellement. En fait, je pense, par rapport à votre question, qui est naturelle, c'est que les gens ont peur que tout redevienne comme avant ou potentiellement, s'il n'y a plus d'argent, le Racing redescend dans CFA2. Ce qui fait que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je vous ai posé aussi à la fin du match, c'est un peu comme Mulhouse qui avait annoncé il y a 20 ans, on souhaite redevenir professionnel. Si le Racing, malheureusement, je le souhaite pas, vous le souhaitez pas, personne ici le souhaite, ceux qui nous écoutent le souhaitent pas non plus, rester pendant 20 ans en national, est-ce que ça peut être viable ? Est-ce que Markeller serait toujours là ? Est-ce que voilà. Non, mais la question se pose pas maintenant, mais voilà, c'est la question. Que là, si vous me permettez, c'est une utopie. Je veux dire, j'espère que je serai pas pendant 20 ans. On est d'accord. On met toute notre énergie pour redresser, reconstruire ce club. Nous avons d'ailleurs réalisé il y a 15 jours, donc bien avant l'issue de la saison, une augmentation de capital. De 300 000 euros. 300 000 euros avec les actionnaires actuels. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi j'aime bien anticiper le pire. C'est-à-dire, si on ne monte pas, c'est le cas, qu'on ait déjà un budget qui soit bouclé et qui soit sécurisé pour que le Racing soit plus ambitieux. Et ça sera le cas. Grâce à ça, mais grâce aussi à quoi ? Aux 27 000 personnes, aux 12 800 personnes de moyenne qu'on a au stade, aux 300 partenaires qui sont avec nous, aux collectivités qui nous soutiennent depuis le début, notamment la ville, l'Eurométropole et la région, un petit peu le département aussi pour les mercredis du foot. Mais aujourd'hui, on est un club apaisé où les gens veulent le bien du Racing. Voilà, après, il faut mettre un peu d'ordre pour que... C'est l'entreprise, évidemment. Mais le club est sain, le club est ambitieux et le sera encore plus l'année prochaine. Après, à nous, et notamment au staff et aux observateurs, aux recruteurs, maintenant de faire les bons choix, effectivement, pour que l'équipe, on puisse l'améliorer. Ce qu'on souhaite, c'est faire un bilan de ce qui s'est passé là. Okay, on n'a pas eu de chance aussi, évidemment, avec 19 victoires, mais l'année prochaine, il faut faire un peu plus pour que cette montée devienne inéluctable. En tout cas, vous avez déjà eu le nez creux par rapport au recrutement, parce que récupérer des Oukidja, des Ndoye,
que personne finalement ne connaissait, qui pour moi a fait une saison mais juste exceptionnelle, Magnifique. et que je pense que Metz doit se frotter les mains de récupérer un joueur comme ça en Ligue 2, parce que s'ils le font jouer, ils leur font beaucoup de bien. Chrétien aussi, qui est monté en puissance, qui avait pas beaucoup joué avant, et Jérémy Black qui a des stats juste exceptionnelles, quoi. Hein. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'humilité en termes de recrutement parce que j'ai été directeur général de ce club pendant 5 ans, entre 2001 et 2006. Après j'étais à Monaco pendant quelques années. Maintenant je suis président ici, mais je ne fais pas le recrutement évidemment. À l'époque je ne le faisais pas non plus, mais je participe évidemment. Hein, c'est un travail collectif. Hein, où il y a l'entraîneur, il y a les recruteurs, il y a ceux qui négocient, il y a ceux qui signent. C'est pas une personne qui prend des décisions. Mais j'estime que les décisions, elles sont à un moment donné collégiales par rapport à une compétence, un travail qui a été fait. Et ben, je peux vous dire, avec toute l'expérience que j'ai maintenant, il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Parce que Oliveira, qu'on a pris l'année dernière, c'est un très bon joueur. Hein. Mais qui aurait pu imaginer que pendant un an et demi, il se blesse aussi gravement. Marc Fachan, qui est arrivé, qui s'est blessé, je crois, aux 2 chevilles pendant 2 fois 3 mois. Donc, à un moment donné, il y a des réussites, évidemment, et parfois, il y a des échecs. Et ça peut arriver, parfois sur blessure, parfois problème d'adaptation, hein, parfois mauvais choix. Hein, j'entendais avant votre collègue qui parlait de Guémandia. Ah ouais. Oh là là, oui, ça revient loin. Ouais. Non, mais je veux dire, j'ai entendu, mais moi, quand j'entends, je souris. Ouais. Heureusement que de temps en temps, il peut y avoir, mais il faut parler de Mamadou Niang. Exactement. Il faut parler d'Amara Diané, il faut parler de Michael Pagis, il faut parler d'Ulrich Le Pen. Non, mais on aime bien toujours garder dans l'autre sens, c'est toujours pareil. Non, mais j'aurais pu dire Patelainen aussi. Ouais. Non, c'est encore très très loin. Là, tu remontes loin quand même. Non, mais je vais vous dire, Patelainen. Je me souviens, mais Patelainen, à l'époque, par rapport à la situation du club, c'était un bon coup. Non, mais Guémandia aussi, hein, il sortait d'une Coupe des Confédérations. Alors, il était bon en Tunisie, en équipe de Tunisie, il n'a pas réussi ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire preuve d'une extrême humilité et discrétion, parce que parfois, il y a des choses... Je vous donne un exemple. Johan Salmier. Qui est juste un des meilleurs coups. Enfin, c'est juste exceptionnel de récupérer. DHR national, c'est la plus grosse évolution. On pourrait dire, oui, moi, l'entraîneur, le recruteur, chacun s'approprie le joueur. Et ben, ça s'est fait par le plus grand des hasards. Il est venu en stage par l'agent d'Ernest Seca, avec quelques doutes pendant le stage. Il est resté 3 semaines, de mieux en mieux. Et finalement, il a fait son premier match, je crois, titulaire au Red Star. Il a pris confiance, il s'est imposé, et voilà ce que ça a donné. Donc, vous voyez, il faut vraiment... Prenons le cas, par exemple, le petit Alexandre Farnerud, qu'on a fait venir à l'époque, et qui était sollicité par tous les clubs. Ah ouais, ça c'était... Tout le monde pensait que Alex était un joueur magnifique. Même d'après ses coéquipiers, hein, ils étaient unanimes sur ses qualités, sur sa technique, c'était au-dessus, clairement au-dessus. Et pourtant, Alex a fait une très belle carrière, mais il n'est peut-être pas allé au sommet de. Et pourtant, c'est un garçon qui est très sympa et qui a toutes les qualités. Donc, à un moment donné, il y a des choses qu'on peut pas tout maîtriser dans le recrutement. En plus, qu'il y avait tout dans l'environnement qui aurait en théorie avec son frère, etc. Son père. C'est pour ça qu'on avait fait ça à l'époque. Juste pour en venir au débat, on va pas refaire l'histoire puisque c'est pas. Je dis pas que ça ne nous intéresse pas, mais on va plutôt faire le futur. Juste recentrer sur les débats. Est-ce que vous avez l'impression, Marc Keller, que depuis votre arrivée, vous avez refédéré les Alsaciens autour de ce club? Moi, je repense des fois, on va faire un parallèle, sous l'ère Marc Cormac. Vous étiez là en 2003, je pense à un Strasbourg-Martigues Coupe de la Ligue où on est 2000. Là, on était 27 pour un match de national, alors que ce Strasbourg-Martigues là, on était en Ligue 1. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant les Strasbourgeois sont de nouveau amoureux du Racing, comme l'étaient dans le temps aux plus belles heures? Écoutez, moi je crois que nous, la responsabilité des dirigeants depuis 3 ans, c'était d'arriver à un moment, disons, qui n'était pas facile, et de toujours placer le club plus important que le reste. Moi j'ai toujours dit, il faut remettre de l'ordre, il faut sécuriser les finances, il faut apaiser le club. Je crois que les histoires dans les bureaux ou hors du stade n'intéressent personne. Le public alsacien, et je le dis souvent, a l'ADN du Racing en lui. Tout le monde aime le Racing. Mais encore faut-il pour ça que le Racing soit irréprochable dans sa gestion au quotidien. C'est ce qu'on essaie de faire avec humilité encore une fois, avec discrétion aussi.
et que on parle du Racing sur le terrain. Voilà. Après, on va perdre des matchs, on va gagner des matchs, on va faire une montée bientôt, j'espère, qui va créer de l'enthousiasme. Moi, je suis très heureux. J'ai la chance tous les week-ends d'être dans les plus beaux stades en Allemagne ou en Angleterre, où je vois les stades pleins. Et ben, je peux vous dire que quand je suis à la Méno et que le stade est plein, je me régale. Alors, ça aurait été l'apothéose, évidemment, si on était monté. Mais moi, quand je vois 26 000 personnes contre Colmar, quand je vois 27 000 contre Colomiers, je trouve que pour le club, pour Strasbourg et pour l'Alsace, c'est une première victoire. On a redonné une fierté à une ville, à une région, à un club. On parle aujourd'hui de Strasbourg en bien en France et au-delà des frontières. Maintenant, il faut finaliser cette dernière marche, qui sera la Ligue 2. Et quand on sera en Ligue 2, après, il y aura d'autres objectifs. Mais voilà, il faut simplement retrouver de la confiance, redonner une bonne image, et après que les résultats suivent. On parlait ici il y a 2 ans, maintenant ça fait à peu près 2 ans, que votre mission, vous le dites toujours, c'est de remonter le club en Ligue 2. Et une fois le club en Ligue 2, alors excusez-moi, ça fait un peu téléphone arabe, mais je me souviens plus des termes très précisément, il faudrait que vous trouviez quelqu'un qui financièrement puisse vous accompagner, quelqu'un qui ait les reins solides, un peu comme avait Philippe Ginesté, malheureusement ça a mal fini entre vous deux, mais quelqu'un de ce type-là pour passer la main. Est-ce que c'est toujours le projet ? Est-ce que vous avez déjà cette personne ? Est-ce que c'est Pierre Schmitt par exemple ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre du groupe d'investissement ? Écoutez, nous on est des investisseurs, des chefs d'entreprise locaux, on est là pour servir le Racing. On a dit, parce qu'on a racheté le club à l'époque rapidement pour la DNCG, que je vous l'ai dit avant, intuitivement 4 ou 5 ans pour remonter, et après on verra, on fera le point à ce moment-là. Je crois qu'aujourd'hui on est focalisé pas sur ce qui va se passer dans 2 ans. Là on a un mercato, on a 6 semaines, 2 mois, où il faut être extrêmement précis. Les budgets sont préparés, on va passer à la DNCG je pense dans les 15 jours qui arrivent. Je n'ai pas de grosse inquiétude parce que on a bien travaillé. Et à côté du travail de gouvernance, il y a aussi des décisions techniques à prendre, qui seront capitales. Est-ce qu'on prolonge certains joueurs ? Est-ce qu'on garde certains joueurs ? Qui on fait venir ? À quel poste ? Et c'est pour ça que j'ai rendez-vous demain matin avec Jackie, avec Christophe Remp et Sébastien Roy, donc le staff, pour qu'ils me parlent un petit peu de la situation d'effectifs, les choix qu'il y a à faire pour qu'après on puisse trouver la voie pour monter une meilleure équipe. Peut-être pour la première fois depuis quelques années, vous avez peut-être que vous me disiez la sérénité aussi, parce que on est fixé déjà. Alors malheureusement pas dans la bonne division qu'on aurait souhaité, mais on est fin mai et vous savez déjà dans quelle division vous allez évoluer et on a le temps de construire justement cet effectif bien préparé. Il n'y a pas encore un truc qui va nous tomber sur la figure ou qui va nous repêcher à l'arrache. Voilà, vous êtes vraiment maintenant. Si on peut être repêché à l'arrache, c'est bien aussi. On va, moi, je signe. Ouais, je signe aussi, mais allez, faisons le deuil là-dessus maintenant. Mais pour la première fois, peut-être depuis pratiquement 3 ou 4 ans, on est dans un calendrier classique pratiquement. Si la DNCG ça se passe bien, on n'aura pas d'encadrement de la masse salariale. Vous serez libre pratiquement de faire ce que vous voulez dans le budget que vous avez alloué pour créer votre équipe que vous voulez, etc. Oui. Pour être prêt le 8 août, quoi. Si vous voulez, si on veut être très précis en termes de ce qu'on dit. On peut très bien être en masse salariale contrôlée dans 15 jours ou 3 semaines, mais si on place la masse salariale très haut en fonction d'autres recettes, c'est pas un handicap. Nous, à l'époque, on était encadrés avec une masse salariale assez basse et qui prenait déjà en compte tous les contrats. Il restait plus rien, en fait. Donc, il restait plus rien. Si on joue un peu sur les mots. En tous les cas, vous avez raison, on a un peu plus de temps d'avance, mais encore une fois, dans le foot, il n'y a pas de règle. En tous les cas, on a des observateurs en France qui ont travaillé. Et on a anticipé le National ou la Ligue 2 avec un travail de fond qui a été fait sur beaucoup de matchs de National, beaucoup de matchs de Ligue 2, certains matchs de Ligue 1. Donc, les tableaux sont prêts. Il y a des choses qui ont été travaillées. Maintenant, il faut prendre les bonnes décisions en fonction du budget qu'on a. On dit souvent qu'une équipe est composée d'une colonne vertébrale. On pense au gardien, enfin déjà l'entraîneur, le gardien, défenseur central, milieu, attaquant. Vous avez fait signer l'entraîneur et le défenseur central. Capitaine. Et capitaine. Est-ce que les 3 autres vont suivre ? Alors, je pose les questions déjà des supporters, mais c'est des questions importantes. On l'a dit, vous avez fait signer NSCK. Je pense que là, vous avez fait le record des réseaux sociaux. Est-ce que vous attelez aussi à peut-être garder Jérémy Blaillac qui a fait un travail exceptionnel et qui au bout d'une demi-heure à Épinal avait fait taire toutes les critiques.
Est-ce que Alexandre Oukidja, qui a dit à la sortie des vestiaires qu'il attendait qu'une proposition pour signer, sera Strasbourgeois la saison prochaine? Alors je vous fais un peu les questions des supporters, mais et d'Alexandre Oukidja. Il est là au téléphone. on peut l'avoir, ça peut se faire rapidement hein, si on peut donner un coup de main. Mais est-ce que Mayora Ndoye, etc. Est-ce que des joueurs comme ça vont rester? On sait qu'Alassane Ndiaye, par exemple, a plus ou moins fait comprendre qu'il serait pas Strasbourgeois la saison prochaine, même s'il a fait une saison pleine. Enfin voilà, je vais pas vous faire faire tout l'effectif. Il y a les fins de contrat et les prêts aussi. Non, permettez-moi simplement de vous dire, je voulais un peu annoncer avant. Moi, je vois l'entraîneur demain matin avec le staff et on fera le point. Je ne veux pas rentrer individuellement. Évidemment qu'on va discuter. J'imagine que Jérémy Blaillac, en l'occurrence, dont vous parliez, on va essayer de le garder. Je pense que ça va être dur, personnellement. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont... Et un SCK, pour moi, c'était impossible. Hein. Voilà. Donc, mais impossible n'est pas Racing. Dans un club de Ligue 2 qui monte en Ligue 1, donc en théorie, son salaire est encore réévalué sur la montée Ligue 1. Donc après, pour s'aligner... Mais Angers ne compte pas sur Blaillac, ils l'ont dit. Voilà. Lui ne compte pas sur Angers non plus. Voilà, non plus. Donc peut-être qu'à un moment donné, d'avoir fait signer le capitaine Ernest Seka, c'est un signe fort aussi envoyé pour ses coéquipiers en disant, vous voyez, ceux qui hésitent peut-être à rester, je sais pas, il y en a peut-être qui veulent voir ailleurs à un moment donné. Waouh, le Racing est en train de faire les efforts. Bon, après forcément, ils vont demander peut-être des efforts aussi, mais vous savez, notre volonté, c'est d'améliorer l'équipe. Maintenant, on a la chance quand on travaille au Racing que ce soit un club qui attire les joueurs. Voilà, je suis persuadé que, et je le sais, hein, que beaucoup de joueurs de National, Ligue 2 rêvent de venir à Strasbourg. C'est un avantage, c'est une belle ville, c'est un grand club, il y a un beau stade, il y a un public exceptionnel. On a des arguments pour attirer des joueurs. Voilà. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il y a encore d'autres arguments dont il faut parler parfois avec les joueurs, évidemment, mais il y a un contexte extrêmement favorable. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Je pense que la seule exigence qu'on doit avoir, c'est travailler correctement. Voilà, c'est pas d'aller vite ou pas, c'est faire les bons choix. Aller vite, c'est facile, hein, prendre des décisions rapides. Le tout, c'est d'essayer d'être assez pointu dans les profils qu'on souhaite, comment améliorer l'équipe pour que l'année prochaine, on soit meilleur que cette année. En tout cas, si vous avez le même feeling que sur les dernières recrues, moi je signe tout de suite. Hein. Et en termes d'expérience, je sais très bien que vous voyez Jackie demain, mais est-ce que vous basez plutôt sur des joueurs de Ligue 1 qui sont en bout de banc dans leur club, des joueurs de Ligue 2 ou plutôt des joueurs de National qui ont fait 10 saisons en National et qui sont une valeur sûre et encadrés par des joueurs un peu à la Chrétien d'expérience? Je pense qu'un collectif se fait avec un mix un peu de tout. En tous les cas, pour répondre à votre question, les joueurs d'expérience de Ligue 2, type Ndoye, type Blaillac, par exemple, nous ont fait du bien. Un Chrétien, un Michael, évidemment. Donc ça, c'est quand même une leçon qu'on doit tirer. C'est pour ça qu'on va jouer avec cette masse salariale qu'on a, qui est adaptée à nos recettes, à nos charges. C'est comme ça qu'on prépare les budgets. Et on va essayer vraiment d'être précis pour que l'équipe soit très bonne. Juste un petit mot aussi, il y a eu beaucoup de questions dans ce sens-là sur le stade. Je l'ai dit à Romain Giraud la semaine dernière, Alain Fontanel avait annoncé en 2010, quand le Racing était descendu de Ligue 2 en National et également quand on avait refusé l'Euro 2016, que en cas de remontée dans le Racing au niveau professionnel, il y aurait une enveloppe de 15 millions pour le stade. Je vous le dis à titre informatif, mais il faudra retrouver l'article. Est-ce qu'il y a un travail dans ce sens-là, puisqu'on l'a vu que le stade pouvait accueillir 40 000 personnes ou 45 000 vendredi dernier, sachant que sur la moyenne de la saison est à 13 000 ou 14 000, qu'on pourrait déjà fermer la tribune S pour faire des travaux. Est-ce que vous travaillez déjà avec la mairie pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec le stade? Écoutez, en tous les cas, il y a des discussions aujourd'hui, mais qui commencent tranquillement sur le stade. C'est des discussions que j'avais déjà commencé il y a 3 ans en arrivant, en disant qu'effectivement, à un moment donné, ça posera problème. C'est-à-dire que le stade est encore, moi je trouve exceptionnel dans son esprit, dans son ambiance, mais évidemment qu'il a vieilli. Et qu'à un moment donné, il faudra soit construire un nouveau stade, soit réadapter un petit peu la Méno pour la rendre plus moderne. Je sais aussi que la ville s'est positionnée notamment pour les JO 2024, parce qu'il y aura aussi la compétition de football féminin et masculin, et la ville s'est positionnée. Donc c'est que dans 9 ans. Ça serait une bonne nouvelle enfin, parce qu'on a raté quelques événements depuis. Ça c'est que dans 9 ans, mais le maire de Strasbourg s'est quand même positionné là, en sachant que c'est pas un dossier qui se réglera demain matin, évidemment. Mais ça prouve qu'il y a une volonté, mais je crois aussi la nécessité, à un moment donné, de discuter de la Méno. Alors c'est pas demain matin, mais dans les 2-3 ans qui arrivent, parce que si on veut être ambitieux à un moment donné en Ligue 2
Et a fortiori en Ligue 1, on le voit, il y a quand même des villes aujourd'hui qui ont avancé. Voilà. Et Strasbourg devra avancer aussi. Romain Giraud aussi l'a dit la semaine passée, mais vous nous éclairez peut-être plus à ce sujet-là. On le sait, dans le temps, le Racing était plutôt assujetti aux transferts, il pourra équilibrer le budget, aux droits télé, etc. Depuis votre arrivée, vous avez relancé la partie billetterie, merchandising, sponsoring, avec plus de 300 partenaires. Est-ce que pour l'année prochaine, il y a des innovations pour que le budget ne soit pas encore plus déséquilibré, pour que vous n'ayez pas besoin à chaque saison de remettre un tout petit peu au pot pour pouvoir clôturer le budget? Alors, l'augmentation de capital permet déjà d'anticiper le budget national qui arrive. Après, nous travaillons effectivement sur le développement des recettes billetterie, du sponsoring aussi, avec l'ouverture de nouveau des salons qui avaient disparu à la Méno. Donc, il y a un véritable travail de fond. Très clairement, quand même, on sera dans une situation financière plus pérenne, plus naturellement positive quand on sera en Ligue 2, tout simplement parce qu'on aura les droits télé et bien sûr une hausse des recettes à côté. Voilà. Tant qu'on n'est pas en Ligue 2, autrement dit en national, pour un club comme le Racing, c'est pas la bonne division. Évidemment, parce qu'on n'a pas de droits télé et nous, on a quand même des charges. Parce que j'entends parfois dire, oui, Racing a 5 millions de budget, Colmar a 2,5 ou Luznac en a 3, ou je peux en prendre d'autres exemples. Tout simplement, on ne peut pas comparer. On est un club différent. Nous, quand on a 27 000 personnes, il y a 150 ou 200 personnes qui travaillent à la sécurité. On a 7 terrains, 8 terrains, il faut les entretenir. Il y a tous les salons qui sont pleins. Donc on a des traiteurs que les autres clubs n'ont pas. Et ainsi de suite. Donc on a très peu de salariés hors sportifs, je vous l'ai dit avant. Mais par contre, on a quand même un club où il y a des recettes différentes et donc des charges différentes. En termes aussi, il y a beaucoup de questions de supporters là-dessus. On a eu la chance en 2012 d'avoir un France-Allemagne féminin. Certains se demandent, on sait que la Méno n'est plus aux normes UEFA, mais se demandent, et Noël Le Graët traîne des fois dans les travées de la Méno, est-ce qu'on aurait pu avoir la chance, Guingamp l'a eu, d'avoir un France X du côté de la Méno, sachant que le dernier était un France-Finlande en 96? Au niveau masculin? Au niveau masculin. Écoutez, je ne pense pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres villes en France qui ont fait des efforts importants sur les stades, qui sont peut-être privilégiés, mais encore une fois, cette problématique du stade, je l'ai en tête. J'ai commencé à en discuter avec qui de droit et avec des gens qui... Parce que ça deviendra un jour, pas un problème, mais disons, il faudra parler de ce problème-là. C'est clair. Et alors après, comment faut-il faire évoluer le stade? Est-ce qu'il faut aller à l'extérieur? Est-ce qu'il faut rester ici? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Je pense que la Méno est quand même un endroit chargé d'histoire, mais qu'il faudra faire évoluer à un moment donné. Alors peut-être revenir, vous disiez que vous avez un effectif hors joueur très très réduit. Alors ça fait parler ce week-end, puisqu'il y a un ancien coéquipier qui vous a fait une déclaration d'amour, on va pas dire ça autrement, une véritable déclaration d'amour, et c'est Franck Leboeuf qui a dit: si Marc Keller a besoin de moi, je suis là. Donc voilà. Est-ce que vous l'avez déjà eu au téléphone depuis? Alors écoutez, je vais vous dire, j'ai commenté un match de la Première Ligue dimanche. On vous a suivi, ouais. Voilà. Donc j'étais pas connecté en France, mais j'ai eu beaucoup de textos et des réseaux sociaux. Alors, j'adore Franck. On se connaît évidemment très bien. On a joué ensemble pendant 5 ans à Strasbourg. On était quelques fois ensemble aussi en équipe de France. Après en Angleterre, moi j'ai joué à West Ham quand il jouait à Chelsea. Ouais. Donc on se voit de temps en temps avec France 98, avec les anciens de l'association. Donc on se voit nous 2 fois par an. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Mais je vais l'appeler, mais très sincèrement, j'ai pas eu le temps de l'appeler là. Mais il a quand même précisé que c'était ni en tant que joueur, ni en tant qu'investisseur. Il veut pas être investisseur. Il veut pas. Pourtant, avec son cinéma, on aurait pu peut-être arriver. Non, non, mais il se proposait comme même ambassadeur, par exemple, du Racing à Paris, ou, voilà, il y a plein de rôles, en tout cas, il est à votre disposition. En tous les cas, je l'appellerai, mais sachez aussi qu'au-delà du cas de Franck, Martin Djetou, aujourd'hui, travaille avec François au centre de formation. Olivier Dacour était là pour le match. Tous ceux qui sont passés par Strasbourg restent attachés à Strasbourg. Mais monsieur le président, on peut vous le prouver. On a tous les joueurs, on en a eu, je sais pas, une 40aine d'invités cette année.
je pourrais vous faire une liste, mais longue comme, juste cette année, longue comme le bras, de gens qui demain, si vous les appelez, ils seront là le lendemain matin au stade pour vous aider. On a eu du Didier Mondzuk, on a eu une liste, mais il y a cet ADN-là, ils l'ont les gens, ils l'ont, et je pense que si un jour vous avez besoin de ces gens-là, même pour faire un match de charité, je sais pas quoi, ou un truc comme ça, je pense que ils répondront tous présents. Mais c'est ça l'histoire du Racing. L'histoire du Racing, c'est des décennies de titres, parfois de moments plus difficiles, en tous les cas de moments très forts, qui font que tous ceux qui sont passés par le Racing, et d'ailleurs, je sais que parfois vous avez des textos aussi ou des tweets c'est pas ma spécialité tout ça, mais de M. Pokora, il n'est pas passé par le Racing, mais c'est un Strasbourgeois, c'est quelqu'un qui aime sa région, qui aime sa ville, et qui n'oublie pas d'où il vient. Ça me fait aussi très plaisir. Et puis un grand ami à vous qui partage un ami de poids du CFC qui alors là on attend juste que vous nous le rameniez ici pour partager une heure de CFC ici, parce que je pense qu'un jour il vous fera une déclaration d'amour pareil que Franck Leboeuf. Enfin, on part de Pierre Ménez bien sûr. D'où vient cet amour de Pierre Ménez pour le Racing? Est-ce que c'est parce que vous êtes président du Racing ou il était déjà amoureux auparavant? Non, c'est un peu les deux. Évidemment que quand je jouais, il venait très régulièrement. Donc, quand on vient suivre le Racing pendant quelques années, on s'y attache. Et moi, j'ai une relation amicale avec Pierrot depuis mes années à Mulhouse, depuis 86. Donc, ça fait bientôt 30 ans. Donc, c'est quelqu'un que je connais extrêmement bien et qui suit avec beaucoup d'attention et d'amour le club. Et qui espère évidemment que le club revienne rapidement en Ligue 2 ou Ligue 1. Mais si on monte l'année prochaine, il viendra et je vous promets que je vous l'amènerai. Ah bah l'invitation est prise. Hein. C'est noté. C'est noté. Alors là, c'est plus que noté. Vous disiez avant, par exemple, le recrutement, maintenant, demain matin, le point. Dans ces joueurs, même, on disait cet ADN. Par exemple, un Julien Outrebon qui est passé il y a 15 jours à Strasbourg, qui a joué à Strasbourg. Loïc Damour que j'ai eu ce matin, qui m'a dit de vous passer un petit mot, qui serait intéressé pour venir au Racing. Voilà. Enfin, je dis ça, je dirais. Cet ADN-là, et je sais pas, bon, j'imagine que dans d'autres clubs ils l'ont aussi, mais on voit que plein de joueurs seraient peut-être même prêts à faire des efforts pour revenir aider le club comme d'autres l'ont déjà fait, comme Milovan Sikimic qui était reparti à un moment donné, etc. C'est quand même fou. C'est important. Enfin, c'est une mine pratiquement pour vous aussi d'avoir ça. Je pense que l'ADN du club, c'est ça, c'est l'histoire. Après, je crois aussi que la formation et notamment le centre de formation, c'est pour ça que moi ça m'a beaucoup touché que le club soit liquidé en 2011, parce que ma première pensée est allée au centre de formation. Quand j'ai quitté le club en 2006, on avait gagné la Gambardella, et il y avait toute une génération qui avait été... Moi, j'ai rien fait, en réalité, j'avais donné des budgets, mais j'avais surtout placé, je pense, un bon organigramme de gens compétents. Alors, il y avait bien sûr Freddy Zix, qui entre-temps a pris sa retraite, mais il y avait Nasser Larguet. Qu'on a déjà eu en invité aussi. Qui est aujourd'hui DTN au Maroc. Il y avait mon frère François, évidemment. Il y avait Jean-Marc Huens, qui est aujourd'hui l'adjoint de Sabri Lamouchi avec Claude Fichot, qui est entraîneur adjoint de Rudy Garcia. Donc, quand vous mettez... Ça fait une belle équipe quand même. Non, mais quand vous mettez cette qualité d'éducateur avec des bons recruteurs, vous êtes certain de sortir des jeunes joueurs. Et quand vous sortez des jeunes joueurs qui arrivent à 12, 13 ans ou 14 ans au Racing, je peux vous dire que quand ils quittent le club à 22, 23 ans, ils ont le Racing en eux. C'est vrai pour Kevin Gamero, mais c'est vrai pour Martin Djetou qui s'est installé entre-temps ici. Olivier Dacour est installé à Paris, mais vient régulièrement. Tous ceux qui passent par le centre ou par le club restent attachés à notre ville. Est-ce que finalement, demain, si le Racing redevenait professionnel, mais on voit déjà un petit peu maintenant, ça serait de s'appuyer un peu à la façon de Lyon sur le centre de formation pour sortir des jeunes qui sont capables de soutenir l'équipe première? Obligatoirement. On n'aura pas le choix. Rien qu'économiquement, en fait. Oui, enfin, philosophiquement, économiquement, et je crois aussi en termes d'état d'esprit. Par contre, l'orientation qu'on va prendre, j'en discute souvent avec François, c'est on aura quand même un recrutement plus régional qu'à ma première époque. À ma première époque, on a recruté énormément. D'ailleurs, c'est Jackie un peu le responsable, parce que je l'avais tout de suite nommé responsable du recrutement des jeunes à l'époque, en 2001. Et on avait fait un recrutement très parisien ou très autre région en France. Et je crois qu'aujourd'hui, l'expérience aidant, les problèmes économiques aidant aussi, je pense qu'on est un peu plus au niveau régional. Et là, on essaie de travailler vraiment de
de Wissembourg. Des Corentin Munch, des Schmitzheiser, voilà. Ou autre. Exactement. Ouais. Est-ce que la première bonne nouvelle, ça serait la montée de l'équipe 2 en CFA2 ? Ah oui, c'est important. Moi, j'y vais pas tous les matchs, évidemment, parce que je suis pas toujours là le week-end, mais il reste 3 matchs. Vauban est pas loin. Donc, Vauban est une très belle équipe, veut monter aussi. Donc, il y a un super duel entre 2 belles équipes. J'espère qu'on gagnera les 3 matchs. Ça nous permettra de revenir en CFA2 et ça nous permettrait d'avoir un passage un peu plus logique entre les U19 nationaux et l'équipe première, quoi. On aurait l'équipe réserve en CFA2. Ça fait partie de la structuration du club, tout simplement. Complètement. Et là, François a réuni une 50aine de joueurs il y a une quinzaine de jours, sur pratiquement 8 jours, pour recruter des jeunes joueurs aussi qui viennent d'ailleurs, parce que pour combler certaines catégories, parce que il faut savoir que la liquidation a explosé tous nos effectifs. On a perdu tout notre fonds de commerce. Et ça, c'est terrible pour le club. Et on mettra des années à le rattraper. C'est pour ça qu'on repart de très très bas. Mais ça fait plaisir de voir comme les U11 encore gagné. On se dit que ça y est, ça va revenir. On a peut-être perdu 10 ans, je sais pas, mais derrière ça va repousser. C'est en train, la terre est toujours fertile, quoi. Non, mais il y a des jeunes de qualité en Alsace. Après, il faut, c'est ce que François essaie de faire, c'est structurer le centre de formation pour amener de la compétence, avoir de bons recruteurs et du temps. Après, il faut du temps. On a demandé également si vous aviez des nouvelles des amitiés sur Bifouma. Le Racing, à un moment donné, devait toucher un petit quelque chose. C'est vrai qu'avec la liquidation, tout ça a explosé aussi. On pense à Schneiderlin aussi, qui peut-être, en cas de départ peut-être, ou à l'étranger, le Racing pourrait avoir un petit peu quelque chose. Est-ce qu'on garde un œil du côté du Racing là-dessus ? Alors, pour Bifouma, par exemple, c'est un long sujet, parce que c'est un club qui est passé par l'Espagnol de Barcelone, qui tarde parfois à payer les sommes qu'elle doit. Donc c'est un long combat. Elle est pyrénéante, c'est pour ça. Voilà, mais en tous les cas, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le centre de formation. Au-delà de la perte du statut pro, la grande difficulté, c'est d'avoir perdu le fonds de commerce du centre de formation. Parce qu'on met des années à construire, et quand il y a une liquidation, en une seconde, tout le monde peut partir. Et beaucoup de joueurs sont partis en France, en Allemagne, ailleurs, et sont aujourd'hui, alors tous ne sont pas passés, évidemment, mais certains sont passés, et je trouve que pour le club, ça a été une tragédie. Juste un petit mot, on passe du coq à l'âne, mais sur la réforme de la LFP pour la saison prochaine, 2 montées, 2 descentes, ça doit être encore validé par la fédération. Vous y attendez pas, je pense. Est-ce que ça veut dire que le club a déjà fait les efforts pour augmenter le capital, mais va mettre les bouchées doubles sur le recrutement pour dire, on sait que l'année prochaine, le national va être compliqué. Sedan remonte. Il y a des clubs comme Avignon qui font déjà un gros recrutement avec des Zebina, entre autres. Des clubs comme Châteauroux qui sont descendus, qui étaient des valeurs sûres en Ligue 2, puisque Châteauroux, en 97, ils étaient en Ligue 1, et derrière, c'est 20 ans de Ligue 2. Est-ce que là, l'année prochaine, on n'a pas le droit de se louper, parce que, on n'a jamais le droit de se louper, de toute façon, quand on est Racing Club de Strasbourg, mais encore plus l'année prochaine. Écoutez, ça changera strictement rien. En tous les cas, dans l'ambition que nous, on aura, c'est tout faire pour avoir la meilleure équipe possible. Après, pour répondre un petit peu aussi à votre question, moi je suis en train de faire un peu le tour de différents présidents en France, en Ligue 2, Ligue 1, notamment des amis que j'ai encore, évidemment pour reprendre un petit peu ce dossier en main, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Est-ce que c'est définitif ? Ça doit passer peut-être à une AG de la Fédé. Donc je suis en train de discuter avec un certain nombre de personnes pour bien comprendre si c'est définitif ou pas, même si je crois que ça doit d'abord être entériné par l'AG de la Fédé à Nantes le 20 ou le 21 juin, je crois. C'est quand même marrant. On a toujours l'impression qu'avec le Racing, il y a toujours un petit truc. C'est comme les 60 points du 3e l'année dernière. On en a 65 cette année. Ça suffit pas. Et on a toujours l'impression qu'il y a un petit... On fait des cas de figure au Racing, finalement. On fait de la jurisprudence. 27 000 spectateurs en 3e division en France. Recours explosé. Enfin, finalement, c'est ce qui nous fait notre charme aussi. D'une manière générale, la vie ne fait aucun cadeau et n'est pas facile. Donc, je veux dire, il y a des embûches. Voilà, alors après, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on pleure ? Est-ce qu'on truc ? À nous de trouver des solutions pour contourner ces problèmes, trouver des solutions et atteindre nos objectifs. Alors, question de supporter encore. Je sais que c'est une question épineuse, mais je vous la pose quand même, puisque elle est récurrente. On sait que la région avait mis 600 000 €, si je me trompe pas, pour ajouter, ou en tout cas pour avoir le nom Alsace dans le Racing Club de Strasbourg Alsace. Est-ce que, à la fin de ces 3 ou 4 ans ou 5 ans, je sais plus quelle était la durée, est-ce que le Racing Club de Strasbourg Alsace redeviendra le Racing Club de Strasbourg, ou finalement, ça sera toujours Racing Club de Strasbourg à vitam aeternam? Écoutez, on discute actuellement, on a commencé à discuter
discuté avec les gens de la région. Il faut savoir quand même que quand nous avons repris le club, nous ne l'aurions pas fait si la ville, l'Eurométropole et Philippe Richert avec la région ne nous avaient pas soutenus. Les choses sont extrêmement claires. Maintenant, on est arrivé au bout des 3 ans et nous rediscutons effectivement avec la région. Je crois qu'ils sont conscients de l'effort qui a été fait par le club pour bien travailler depuis 3 ans. Sur son image aussi. Hein. L'image, les spectateurs présents, la responsabilité des actionnaires, parce que chaque année, on a fait les augmentations de capital qui étaient nécessaires pour que la DNCG nous valide nos budgets. Donc, voilà. Et je tiens à préciser aussi que sur ces 600 000 euros dont vous parlez, en réalité, pour l'équipe première, il y a 250 000 euros. Et Colmar a touché cette année 250 000 euros. Par contre, on a 350 000 de plus liés à l'association et au centre de formation. Donc, vous avez raison, c'est 600 000 la somme globale, mais qui était dispatchée. Qui a bien scindé, quand même. 250 000 parce qu'on a un club de national comme Colmar, et 350 000 parce qu'on a un centre de formation que aucun club alsacien n'a. Mais qui est profitable aux autres clubs aussi. Parce qu'on le voit, évidemment. On voit Girardi par exemple qui est passé du coup par le Racing, par Mulhouse et maintenant qui se retrouve à Colmar. Voilà. La remarque, vous avez totalement raison sur ce que vous avez dit. Le travail du Racing profite à tout le monde. C'est le principe de la pyramide. Nous, on est en haut de la pyramide et à un moment donné, notamment dans les belles années, il y a 10 ans, quand on formait de bons jeunes, tous les joueurs qui passaient pas chez nous, ils partaient à Agno, à Schiltigheim, à Colmar ou à Mulhouse. Et aujourd'hui encore, à Mulhouse et à Colmar, il y a beaucoup de joueurs que nous, on a formés et qui ne sont pas restés chez nous. Prenez Jérémy Grimm, par exemple. C'est pareil, Jérémy a été formé chez nous, est parti à Colmar et maintenant est revenu chez nous. Donc, le travail fait par le Racing profite à tous les clubs alsaciens. Et j'en profite pour vous préciser aussi que moi, je regrette, par exemple, que Mulhouse ne soit pas monté en national. Ça aurait été très bien, on aurait rempli le stade une deuxième fois. Ah ouais, là vous aurez eu 4 derbies. Donc il n'y a pas de concurrence aujourd'hui entre Strasbourg et les autres clubs. Au contraire, pour moi, il y a de l'amitié. Je veux dire, le Racing ne sera pas en Ligue 1 en marchant sur les autres. Nous, on a notre propre chemin à suivre. C'est pour ça que j'ai parfois souffert ou j'ai pas apprécié parfois quand on était injustement attaqué parce que ces subventions, mais bravo à la région d'avoir pris ces décisions à un moment donné, parce que si ça n'avait pas été fait avec l'Eurométropole et la ville, peut-être que le Racing ne serait plus là aujourd'hui. Et ça permet à tous les jeunes Alsaciens de s'entraîner dans un centre de formation non agréé, mais traité en professionnel. Et votre remarque sur tous nos jeunes qui partent dans les clubs alsaciens, et c'est vrai à Schiltigheim, c'est vrai à Agno. On a de bonnes relations aujourd'hui avec tous les clubs. Même avec Colmar, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les choses se sont aplanies. On espère, surtout quand on ira là-bas de nouveau. Oui, mais ça va nous être... Je l'ai dit, je suis colmarien. Ouais. Donc, je le dis régulièrement à mes amis là-bas. Colmar a un avenir qui ne sera pas celui de Strasbourg. C'est pas le même projet. Mais il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Il y a de la place pour les gens qui travaillent bien. Voilà. Alors après, il y a des divisions. Si Colmar avait bien travaillé le Racing, on serait peut-être les deux montés cette année. Ouais. Il y avait de la place. Il y a 2 clubs parisiens qui sont montés. Et encore, s'il y a combien de clubs? Peut-être pour la prochaine, ce serait beau ça, 2 clubs alsaciens. Il y a Ajaccio qui monte, il y a un Ajaccio en Ligue 2 et il y a le CA Bastia qui est en national ou qui tombe. Donc ça veut dire qu'il y a de la place. Donc plutôt que de se critiquer, travaillons et remplissons les stades. En tout cas, je pense que remplir le stade, vous allez y arriver. En tout cas, si la suite du recrutement qui va commencer maintenant suit le même acabit que la prolongation de Jackie Duvero et dernier SCK, je peux vous assurer qu'au niveau des abonnements, vous allez exploser le chiffre de l'année dernière. Ça, pour moi, c'est une certitude. Je répète, pour moi, il s'est créé quelque chose quand même contre Colomiers parce que les gens sont restés finalement sur leur faim et se sont dit punaise, mais on va revenir. Et on va peut-être même les soutenir encore plus fort parce qu'il y aura des belles choses à venir, à vivre avec ce Racing Club de Strasbourg. Et un jour, on la décrochera, cette montée. Et ça va, il y a de l'engouement. Je pense que, je sais pas, comme dit, on aurait bien aimé forcément jouer au-dessus. Mais il y a quelque chose qui s'est encore créé en plus. Oui, encore une pierre en plus sur l'édifice. C'est ce que je ressens un petit peu en discutant en ville ou avec les supporters. Mais je crois que la route n'est pas facile. Il faut se battre, on vient de très très loin, il faut du temps. Moi je suis arrivé qu'en CFA, mais François et Guy notamment avaient repris ça à l'époque en CFA. Tout vécu. Tout en bas, qui ont tout vécu. Moi, je suivais ça un petit peu à distance, mais on vient de très très loin. Il faut se battre très très fort.
Voilà, moi je suis très serein, je suis convaincu qu'on va y arriver. On programme notre montée. Après, programmer une date est extrêmement difficile, on l'a vu. Si vous m'aviez dit en début de saison, vous allez gagner 19 fois, je vous aurais dit, oui, on est en Ligue 2. Et non. On a gagné 19 fois, on est en national. Donc il faut l'accepter, tirer les enseignements et faire mieux. Juste quelques dates clés pour la prochaine saison. Et quelques questions encore très rapidement. Ouais. Reprise de l'entraînement, prévu le 29 juin, je crois, c'est ça. Lancement des abonnements, prévu rapidement aussi. Écoutez, je verrai ça demain matin. Il me semble, à vérifier que la reprise c'est le 29 juin. Ouais. Il me semble. De mémoire, 29 juin. Pas totalement convaincu. Pour les abonnements, ainsi que tout ce qui est partenariat, on travaille là les 10-15 prochains jours. Et après, on va essayer de lancer ça. Je n'ai pas les dates précises non plus, mais on travaille aujourd'hui sur l'offre. Mais on veut faire évoluer un petit peu, notamment la billetterie. Je pense qu'il faut repasser tout doucement, notamment dans les tribunes latérales, sud et nord, hautes, à peut-être des places numérotées, ce qu'on ne faisait plus. Ça va augmenter un petit peu le personnel de sécurité, mais je pense que tout doucement, il faut monter en gamme. Il faut monter en gamme. Je pense qu'on a quand même beaucoup de monde au stade. Les gens ont leurs repères, aiment avoir leur place. Et moi, je préconise, c'est pour ça que je vais discuter avec Romain et son équipe, mais je préconise à ce qu'on revienne tout doucement, en attendant la Ligue 2, à déjà des places numérotées individuelles dans les deux tribunes latérales. C'est possible, améliorer la sono en or. J'ai déjà remonté ça fait partie de l'amélioration du stade, peut-être. Là, c'est malheureusement, vous avez totalement raison, mais c'est des investissements plus massifs, c'est clair. Et ça, c'est un vrai souci qu'on a et on y travaille avec les services de la ville. Margaret, t'avais des questions encore très rapides, mais très rapides. Anto, il a posé toutes les questions, donc du coup, je n'ai plus de questions à poser. D'accord, en tout cas, plus de questions, Anthony. J'ai tout fait. Il a tout fait. Non, mais on en aura encore beaucoup, mais on peut encore passer pendant longtemps. Merci, Marc Keller. Dernière. Une question par rapport à Marquez. Vu qu'il a obtenu la Ligue 2 avec le PFC, est-ce que il a l'intention de rester au Racing du coup? Oui, parce que les prix n'existent pas en national. Vous l'aviez libéré pour qu'il revienne. Enfin, je sais pas comment vous aviez monté ça. C'est assez compliqué, on comprend pas. On joue sur les mots, mais on a résilié son contrat avec une promesse de réembauche, si vous voulez, 6 mois après. Donc, il est de nouveau sous contrat avec nous pendant 1 an. Mais il fait partie des points d'ailleurs qu'on va discuter pour demain matin, mais d'une manière générale, comme l'ensemble des joueurs de l'effectif. Merci Marc Keller. Merci à vous. On vous souhaite plein de bonnes choses et plein de bonnes nouvelles comme on a eu aujourd'hui en tout cas, et je peux vous assurer que ça va faire que monter la pression et les gens, je pense que je suis très heureux si ça vous fait plaisir. Non mais alors je sais pas, je peux peut-être vous donner très rapidement des chiffres, mais rien que sur par exemple sur nos réseaux sociaux, je crois que la nouvelle qui a été diffusée par Anthony, je crois en cours d'après-midi, il y a 2 heures. Attendez, je vais vous dire ça, on est en direct comme ça on va vous le dire directement. Ça fait rien que la petite photo où on a écrit je reste de dernier CK, ça fait plus de 500 likes si vous voulez, et la prolongation ça a touché plus de 25 000 personnes. Incroyable. Voilà, sur vos réseaux sociaux encore plus puisque vous avez plus de monde, mais voilà, à notre échelle. Voilà, c'est. Mais vous savez, le Racing et moi j'ai été sensibilisé parce que j'ai amené mon fils qui passait une partie de son bac la semaine dernière, et le matin donc je le dépose au lycée, il me dit papa, je suis nerveux, j'ai pas dormi. Et j'essaie de lui dire, Mehdi, sois calme, c'est pas grave, c'est bon. Il dit, non, mais c'est pas à cause du bac, c'est à cause du Racing. Voilà. Et il m'expliquait justement qu'au lycée, tous les jeunes, la majorité des jeunes, ne parlaient que de ça l'année dernière. Et on a fait une étude un peu sociologique des gens qui viennent au stade. On a aujourd'hui un nombre impressionnant de jeunes en dessous de 29 ans, et principalement entre 18 et 29, présents au stade. Ça fera le public de demain. Présents au stade. Ça fera le public de demain. Ouais, c'est le public de demain. Mais nous, on est très heureux. Et je trouve que là, il y a un vrai travail à faire. Je pense que c'est en train. On a toujours eu un public nombreux à la Méno, mais je pense que depuis quelques années, il est de plus en plus jeune. Et je trouve que c'est extrêmement important pour le club d'avoir vécu le match de Colmar, le match de Colomiers, et notamment pour les parents qui viennent avec leurs jeunes enfants qui n'ont pas eu d'expérience avec le Racing.
moi, où la descente aux enfers du Racing m'a fait mal, c'est que pour tous les jeunes, notamment pour ma fille et mon fils, quand ils ont vu le match de Colmar, ils ne s'attendaient pas à ce qu'à Strasbourg, on puisse voir un stade plein. C'est quand même incroyable. Ouais. Qu'un gamin de parce 16 qu'ils se ou souviennent 17 pas ans quand vous jouez, me etc. dise, papa, ouais. je ne savais pas que la Méno pouvait être pleine. Quand nous, on était plus jeunes, on jouait, quand moi je venais au stade ou après sur le terrain, mais 4-5 fois dans l'année, on jouait devant 30 ou 40 ou 50, 40 000 personnes à la Méno. Ouais. Et ça veut donc dire que les années difficiles, malheureusement, ont empêché beaucoup de jeunes de prendre l'habitude de vivre des émotions à la Méno. Et je pense que ça, c'est le vrai manque des dernières années. C'est pour ça que moi, je suis extrêmement heureux du derby de Colomiers. Et j'espère que l'année prochaine, la montée sera au bout. Et on leur créera des nouveaux souvenirs. Ouais. Voilà, et que la fête sera à la Méno. Parce que dans ma carrière de joueur, peut-être le plus grand moment, alors que c'était pourtant pas... C'était la montée de la Ligue 2 en Ligue 1 contre Rennes. Ah bah on espérait le revivre vendredi, mais, pourquoi ? Parce qu'il y avait 40 000 personnes, il y avait une émotion, il y avait la Méno à chavirer. Et quand la Méno chavire, ça laisse des souvenirs pour 20 ans. Et souvent, quand je vois des gens ou des supporters en ville, ils me parlent ni du Milan AC, ni de l'Inter de Milan, ni de la Coupe de France, ni de la Coupe de la Ligue. Beaucoup parlent de Rennes. Donc ça veut dire qu'il y a des moments parfois dans un stade où ça laisse des émotions et ça laisse des souvenirs. Et moi je prends le pari que l'année prochaine on vivra un nouveau Rennes. J'espère. On espère tous. On espère tous, on croise les doigts. Merci en tout cas, Marc Keller. Je voulais remercier aussi mon équipe, parce que c'est la dernière émission de l'année. Bonne Alex, Marie-Agathe, Anto et puis Marcus qui nous a fait aussi pas mal d'articles. Voilà, merci en tout cas à tous d'avoir partagé autant d'émotions. On a eu des très beaux invités et on a une belle liste pour l'année prochaine. On vous en dit pas plus, mais on a une très belle liste déjà d'inscrits et de contacts pour l'année prochaine. On a de quoi faire. En tout cas, on a bien travaillé encore. On n'oublie pas non plus, et vous n'oubliez pas non plus, fin juin, ça sera le jour de la reprise d'ailleurs du Racing le 29 juin. L'expo des UB90 au stade dans le Salon Nord. Ça sera du 29 au 4 juillet. Voilà, coucou aux UB qui ont fait un formidable travail encore face à Colomiers. Et on espère qu'eux aussi, pour leurs 25 ans, seront récompensés. Voilà. Et puis de toute façon, on vous mettra toute l'actualité de Racing tous les jours comme on le fait sur la page Facebook Planète Racing, l'émission 100% Racing. Et puis merci de nous avoir suivis à chaque fois, à domicile, à chaque match. Frédéric et moi nous avoir supportés. Des fois on vous avait fait vivre quelques émotions, mais on a aussi eu le cœur qui a tremblé quelques fois. Allez, en espérant vous en faire vivre d'autres. Et on se quitte avec le cri de guerre. Allez Racing! Ciao ciao, bonne soirée. La région Alsace vous a présenté Planète Racing. À fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg Alsace et RBS.